en ingénierie de la santé. Je suis diplômé d'un master en ingénierie de la santé, spécialisation management de projet et marketing des produits de santé à la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier. J'ai travaillé pendant 2 ans au sein d'une start-up spécialisée dans les phytocannabinoïdes, où j'ai été en charge de la conception à la commercialisation d'un produit de santé vétérinaire à base d'extrait de chanvre. Je réalise aujourd'hui la formation cannabis médical au sein de la faculté de médecine à l'université Paris-Saclay. Et c'est dans ce cadre que j'animerai aujourd'hui la conférence sur la thématique Cannabis médical, une filière d'avenir florissante. Cet événement est parrainé par Olivier Véran. Alors, député de la première circonscription d'Isère, Olivier Véran a fait voter un décret en Conseil d'État le 7 octobre 2020 dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale visant à autoriser l'expérimentation française du cannabis à usage médical. Cette expérimentation, mise en œuvre et pilotée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, a été lancée le 26 mars dernier. Elle a 2 objectifs. Objectif premier, évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis médical pour les 3000 patients dans plus de 200 structures de référence. Et deuxième objectif, recueillir les premières données françaises sur l'efficacité et la sécurité du cannabis dans un cadre médical. L'enjeu à terme est de déterminer si et comment l'utilisation du cannabis dans un cadre médical pourrait être généralisée. Je suis très fier d'accueillir aujourd'hui 3 sociétés qui œuvrent dans la filière du cannabis médical. La société de biotechnologie DELED, fondée en 2014. Bonjour, docteur Alexandra Payard et Franck Mylon. Bonjour. La start-up de biotechnologie Stentech, incubée au Génopôle. Bonjour Héloïse Mailak et Naomi Kaminski. Bonjour. Bonjour. Et enfin, le laboratoire pharmaceutique Panaxia Pharmaceuticals. Bonjour, docteur Malgorzata Gozia-Meunier. Bonjour. Donc, pour mener à bien ce débat, nous allons développer dans un premier temps l'écosystème français autour du cannabis médical. Puis nous évoquerons le sujet des médicaments dérivés des cannabinoïdes et le développement d'un processus standardisé pour garantir aux patients un accès plus sûr à de meilleurs produits. Et enfin, nous discuterons des innovations sociétales et médecine moderne qui s'opèrent autour de ce secteur florissant. En fin de conférence, nous répondrons à toutes les questions des participants, alors n'hésitez pas à nous les poser durant la conférence dans le Q&A. De la graine cannabis sativa aux patients, la parole est à vous, DELED. Merci Nathan, et puis merci au réseau Biotechno de nous avoir conviés à ce forum. On va peut-être commencer par se présenter respectivement. Donc, moi, je suis Alexandra Payard, donc je suis en charge des affaires pharmaceutiques au sein de DELED Lafleur. Donc, je gère les collaborations avec les laboratoires universitaires, le développement de nos nouveaux produits et puis la mise en place de notre laboratoire agropharmaceutique d'un point de vue système de management de la qualité. Donc, de formation, je suis pharmacienne, titulaire d'un doctorat en pharmacotechnie, axé vectorisation, formulation de vecteurs innovants. Et j'ai un parcours dans l'industrie pharmaceutique, en développement pharmaceutique et technico-réglementaire, CMC qualité. Donc, je laisse la parole à Franck Mylon. Donc moi, je suis Franck Mylon Delacour, donc je suis le président fondateur de la société DELED avec l'activité Lafleur, donc spécialisée dans le développement de médicaments à base de cannabis. C'est donc une société que j'ai créée en 2014 qui s'est d'abord orientée sur l'expertise agronomique du cannabis. Ça a été l'occasion, c'est pratiquement ces 10 dernières années, de faire le tour du monde sur la légalisation et la réglementation autour du cannabis médical et les quelques conglomérats scientifiques qu'il y a pu avoir à l'international. DELED aujourd'hui intègre l'ensemble a pour vocation à intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur autour du cannabis médical pour favoriser la recherche et accélérer la transition entre l'agronomie et les applications santé. Donc, on réalise des projets autour de l'agronomie et également les applications santé en faisant du préclinique et des essais cliniques programmés pour 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Stentech, si vous voulez bien vous présenter.
Oui, bonjour à tous. Donc du coup, moi-même, Héloïse Maillac et Naomi, mon associée, nous représentons donc la start-up STEMtech. Donc c'est une entreprise en cours de création. On développe une activité autour d'un procédé innovant de biotechnologie végétale pour la production de cannabinoïdes. Donc le projet a démarré à l'origine au sein d'un programme de notre école d'ingénieurs qui s'appelle l'école d'ingénieurs en biotechnologie Subbiotech. Donc un programme qui pousse à construire des projets innovants en biotechnologie qui s'appelle les Subbiotech Innovation Programme. Donc on a évolué avec ce projet au sein du programme pendant 1 an. Et ensuite, on a été retenu à un appel à projet du Génopôle, donc dans lequel on évolue aussi depuis 1 an, où en fait on va pousser le projet vers la création d'entreprise. Donc grâce à un budget qui permet dans un premier temps de valider une preuve de concept, mais aussi grâce à une formation et des accompagnements qui nous permettent de structurer notre stratégie de marché, notre stratégie de propriété intellectuelle, etc. Donc, pour ma part, je suis ingénieure en biotechnologie. J'ai une spécialisation en bioproduction et une expérience d'1 an en tant que responsable qualité d'une production horticole destinée à l'agroalimentaire. Et donc, avec STEMtech, on a surtout l'ambition de rendre accessible, de participer à rendre accessible des solutions médicales naturelles à des personnes qui pourraient souffrir de bien-être, de mal-être physique ou mental chronique. Et donc, le cannabis, c'est une plante qui a un potentiel médical qui est reconnu, et dont les enjeux sociaux sont importants. Donc c'est des choses qu'il faut encore élucider et qui doivent être encadrées. Donc aujourd'hui, chez STEMtech, je suis en charge des affaires réglementaires, de la relation avec les clients et le réseau et la construction de la stratégie de marché et de tout ce qui est financement et industrialisation du procédé. Et Naomi va développer un petit peu plus son rôle. Alors bonjour, déjà je vous remercie de nous laisser l'opportunité d'intervenir lors de ce forum. Moi j'ai également une formation d'ingénieur en biotechnologie comme Héloïse à l'école Subbiotech et avec elle je porte le projet depuis ses débuts en 2020 et dans la future startup STEMtech j'occuperai le rôle de CTO on va dire et je suis responsable de l'aspect technologique et de stratégie d'innovation et de propriété intellectuelle. Donc, ce que je voulais ajouter surtout à la présentation d'Héloïse, c'est qu'est-ce qui nous a poussé à travailler sur le cannabis médical. C'est d'abord un constat sanitaire et personnel. Donc, c'est vrai que chacune dans notre entourage, on a des personnes souffrantes de problématiques mentales ou de douleurs chroniques et qui, grâce au cannabis, ont trouvé une solution pour améliorer leurs conditions de vie. Et cela, ça a aussi été confirmé par d'autres témoignages qui vraiment nous ont convaincus que le cannabis, c'était une réelle solution médicale. Et ensuite, dans un second temps, qu'est-ce qui nous a poussé à innover sur ce secteur? C'est des problématiques de production. En fait, à l'époque où on a créé le projet en janvier 2020, la réglementation française n'autorisait pas l'exploitation de la fleur de cannabis, qui est l'organe producteur des molécules d'intérêt type THC, CBD. Et du coup, à cette époque-là, il n'y avait aucun acteur français qui ne commercialisait et qui pouvait produire ces molécules-là. Et nous, avec notre expertise en biotechnologie, on a souhaité développer un procédé de production par les biotechnologies végétales qui s'affranchit de ces problématiques réglementaires. Donc, ce procédé de production, il consiste à faire croître de la biomasse issue de cannabis sativa in vitro et voilà, d'en extraire les composés d'intérêt. Donc, ce procédé, il est issu de cannabis sativa, enfin, la biomasse est issue de cannabis sativa et conserve tout le système d'expression végétale de la plante, ce qui nous permet de produire des extraits complets avec toutes les molécules qui composent cannabis sativa. Et avec une approche in vitro, on a un contrôle total sur le procédé, ce qui nous permet de produire les extraits de manière fiable et répétable au cours des cycles de production. Donc, ce procédé, nous le développons dans les laboratoires du Génopôle depuis septembre 2020. On a validé une première preuve de concept et aujourd'hui, on travaille à solidifier et optimiser le process jusqu'à la création d'entreprise. Je vous remercie. Merci Louise, merci Naomi. Docteur Meunier, pour finir ce tour de table.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir aussi également invité à ce forum. Je suis désolée pour mon petit accent, mais bon, je suis actuellement en Israël. Donc oui, je suis Gosha Meinier. Je travaille actuellement en tant que directrice générale adjointe d'Europe et vice-présidente d'innovation chez Panaxia Pharmaceutical. Panaxia, c'est une entreprise israélienne qui est présente sur trois pays principaux, donc en Israël, en Malte et aux États-Unis. Donc, nous sommes une entreprise pharmaceutique proposant les formats galéniques, divers formats galéniques pour les différentes voies d'administration avec l'extrait des cannabis standardisés. Mais peut-être avant, peut-être je vais me présenter aussi de ma formation. J'ai un doctorat en sciences pharmaceutiques de la faculté de pharmacie de Strasbourg, des laboratoires de biogalénique. J'ai toujours développé les médicaments de la conception jusqu'à l'industrialisation et commercialisation. Donc, j'ai travaillé plus que 10 ans dans l'industrie pharmaceutique suisse où j'ai pu pratiquer la galénique, mais aussi partie réglementaire, enregistrement de médicaments classiques, je dirais. Et depuis 4 ans, par pur hasard, je me suis retrouvée en Israël où j'ai commencé à étudier le médicament à base de plantes, qui sont le médicament très spécifique, aussi bien réglementé, mais très spécifique. Et voilà, donc Panaxia, c'est une entreprise familiale qui était fondée par les couples de pharmaciens qui avaient leur pharmacie, qui faisait les préparations magistrales il y a presque 50 ans. Et donc, ils ont grandi. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de médicaments en Israël commercialisés, d'où le besoin de faire les formulations magistrales. Et après, le parent était suivi par le fils d'Adi Segal, qui a créé 2 startups il y a plus que 10 ans, 11 ans. Un startup avec acide hyaluronique dans le domaine d'esthétique, un autre avec cannabis médical. Donc, depuis 11 ans sur le marché israélien, depuis 5 ou 6 ans aux États-Unis. Là, récemment, notre site de production en Malte était certifié, était audité, excusez-moi, était audité EU GMP. Et voilà, on a le groupe de parents Segal, je dirais, est présent sur le marché avec 600 produits pharmaceutiques. De façon générale aussi, pas simplement à base de cannabis, dans les 40 différents pays. Nos produits à base de cannabis médical sont en Allemagne, en Chypre et en France parce qu'on était sélectionné avec 3 autres entreprises pour participer à cette expérimentation à NSM qui va durer 2 ans et qui a commencé au mois de mars. Donc voilà, je suis très contente d'être là et je vous remercie beaucoup. Très bien. Merci infiniment d'être tous présents avec nous aujourd'hui. Commençons dès à présent donc, à aborder la première thématique, à savoir les médicaments dérivés des cannabinoïdes. Comme vous le savez peut-être déjà, la France est à l'échelle de l'Europe numéro 1 sur le secteur de l'industrie pharmaceutique et numéro 1 également sur le secteur chanvrier. Alors, pour rappel, je nomme chanvre toutes les utilisations possibles de la plante pour des usages à la fois industriels, comme le textile et le bâtiment, mais également pour des usages bien-être comme les cosmétiques et autres produits dérivés. Alors, première question, le leadership de la France dans les industries pharmaceutiques et chanvrières lui donne-t-il un avantage compétitif dans la production de cannabis médical? Si je peux me permettre de prendre la parole, nous, je pense que moi-même, j'ai créé la société parce que j'étais également un patient atteint d'une CEP et que du coup, je me suis vite confronté à la réalité du système médical et c'est là où j'ai pu me confronter aussi comment dirais-je, au système scientifique, au monde académique français et aux nombreuses équipes de recherche expertes. Et donc, du coup, lors de ce benchmarking, un petit peu de tout l'écosystème de la recherche
en France, je me suis aussi rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément d'équipes très en avance sur des sujets technologiques, mais que le rapport au marché était peut-être un petit peu lointain par manque de capitaux. Donc aujourd'hui, effectivement, le leadership dans la pharma français permet de rattraper un retard certain dans le domaine du cannabis médical. Encore faut-il mobiliser du capital en France pour pouvoir faire appel à ces compétences. Le rapport entre pharma et le monde du chanvre français, il faut savoir que le chanvre français, ça fait 50 ans que la sélection est réalisée sur des variétés dépourvues de principes actifs. Donc, la connaissance des chanvriers français, de la production de métabolites secondaires et la capacité à sélectionner des plantes proposant un large panel de principes actifs donne un petit peu moins de leadership sur la production de principes actifs à base de cannabis. Ceci étant dit, l'écosystème du végétal et l'expertise autour de la plante est quand même très présente sur le territoire, et les nombreuses équipes de recherche, tant bien sûr à l'INRA que des sociétés privées, vont, à mon sens, permettre d'accélérer un rapprochement entre le monde du cannabis médical et l'industrie pharmaceutique française à travers la mise en place de programmes de recherche sur ces thématiques. Oui. Je pense que j'aurais pas dit mieux. Effectivement, oui, on a le leadership sur l'industrie pharmaceutique. On a aussi une grosse expérience sur tout ce qui est agronomique en ce qui concerne le chanvre. Mais pour l'industrie pharmaceutique, c'est des procédés très répétables, très contrôlés. C'est très peu probable que le cannabis médical soit fait en champ ouvert, hein, comme ce qu'on maîtrise avec le chanvre industriel. Donc, c'est nécessaire de développer tout un savoir-faire en France sur des variétés de cannabis médical. Donc, on parle bien de cannabinoïdes, etc., et pas d'industrie forcément du bien-être. Mais donc, oui, effectivement, on a deux barrières, la barrière des financements, mais aussi la barrière réglementaire qui, pour l'instant, permet encore peu de choses, quoi. Sur la barrière réglementaire, il faut quand même savoir que nous, par exemple, on a eu les premières autorisations pour manipuler des fleurs de cannabis en 2019. Donc, la barrière réglementaire, s'il est abordé d'un point de vue recherche et développement, en définitive, le Code de la santé publique permet de faire un petit peu ce qu'on veut sur la manipulation de stupéfiants tant que c'est dans un cadre de recherche et de développement. Mais effectivement, l'environnement réglementaire est très complexe et nécessite un peu d'investissement et surtout doit être abordé sous l'angle de projets de recherche. Nous, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec des laboratoires de pointe en matière de chimie agro-industrielle et des expertises dans le monde de la chimie verte. Et c'est ces collaborations-là qui nous ont aussi permis d'avancer et de pouvoir mettre en place des projets de développement industriel autour de l'exploitation des fleurs de cannabis et de l'exploitation des principes actifs pour la standardisation de production de médicaments à base de cannabis. Mais effectivement, les premières années dans cet univers, les méandres réglementaires, en tout cas, c'est certain, ne facilitent pas l'innovation, mais en tout cas, ça reste possible. Ouais. On espère que ça va. Après, c'est sur les volets, oui, à la fois des projets de recherche, mais aussi pour la production. Ça reste toujours un problème de produire avec des variétés de cannabis qui ne sont pas listées, ou alors des variétés de cannabis médical qu'il faudrait pouvoir importer aussi. Enfin, il y a des problématiques aussi sur les variétés.
C'est sûr. Après, le cadre réglementaire français permet depuis 2013 de fabriquer des médicaments ayant reçu une AMM, mais le cadre réglementaire, ça fait déjà des décennies qui permet de développer des médicaments à base de cannabis, quelque part, puisqu'il y a des dérogations sont possibles au Code de la santé publique dans le cadre de projets de recherche. Donc, ce qui a vraiment ralenti, en définitive, l'innovation et le développement de médicaments en France à base de cannabis, c'est même pas le cadre réglementaire, mais c'est le manque d'investissement dans la recherche. Et ça, Oui. c'est véritablement la pierre angulaire pour faire en sorte qu'un nombre important de médicaments soit développé et que des réponses thérapeutiques soient amenées aux patients en impasse thérapeutique. Le nerf de la guerre, c'est les investissements, puisque effectivement, s'il y a une barrière à la production pour la commercialisation et la commercialisation d'un produit de masse sans investissement dans des projets de recherche, ça n'a que peu d'intérêt en termes de biens communs, puisque peu de gens pourront bénéficier d'innovations médicales et scientifiques, puisque pas de budget dans la recherche. Mais Bien sûr. ceci est au niveau des investisseurs aussi potentiels, le fait de ne pas avoir une lecture extrêmement facilité de cet environnement réglementaire, ça ne facilite pas à développer un leadership sur des médicaments à base de cannabis. Et justement, merci Franck pour des médicaments donc à base de cannabis et quel est l'impact justement de l'effet entourage de ces médicaments donc à spectre complet sur les médicaments à base d'API, donc actifs pharmaceutical ingrédients. Est-ce que vous avez une réponse à apporter sur cette question? Oui, enfin, je peux prendre la parole. Enfin, oui, c'est effectivement l'effet d'entourage du cannabis et surtout à ne pas négliger. C'est quelque chose de très important pour le potentiel. Enfin, c'est ce qui explique aussi le potentiel du cannabis et tous les témoignages qu'on a autour des effets du cannabis. C'est aussi quelque chose à considérer parce que ça ne simplifie pas le développement. C'est une difficulté quand même dans le développement d'un médicament d'avoir à considérer ces aspects-là, mais c'est ce qui en fait la force. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce qu'on n'est pas sur une entité chimique, une molécule simple qui aurait une activité donnée comme on l'a avec des actifs chimiques. Là, on est sur une plante avec ces effets d'entourage on connaît les cannabinoïdes, on connaît le CBD, le THC, très bien, mais il y a plein d'autres choses à explorer et il faut vraiment aller développer des méthodes analytiques, des méthodes, des modèles précliniques pour essayer d'identifier tout l'intérêt de tous les actifs du cannabis. Il y a déjà des choses, il y a déjà des données en Israël notamment, il y a pas mal d'articles sur le sujet où on voit que si on teste le CBD seul ou avec un extrait sec, on n'aura pas du tout la même activité pharmacologique. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer et ça justifie le potentiel de cette plante. C'est un avantage et un inconvénient. Voilà, par contre, d'un point de vue pharmaceutique et de développement, ça rajoute encore un ensemble de contraintes. Complexité. Mais par contre, c'est aussi, nous aussi dans des essais qu'on a pu faire en préclinique sur les effets pro-apoptotiques des extraits de cannabis, on a pu noter des différences considérables entre un CBD purifié et un CBD dans une matrice d'actifs. Donc, mais par contre, d'un point de vue pharmaceutique moderne des 50-60 dernières années, issu de l'industrie pharmaceutique chimique, ça le prend à contre-pied parce que c'est un actif, un mode d'action, et là, on est un petit peu à un ensemble de molécules, différents modes d'action, des impacts d'une molécule sur l'autre, et ça complexifie encore la chose. C'est pour ça que ça aussi augmente encore le besoin d'investissement dans la recherche pour pouvoir venir comparer des actifs, des matrices et des réponses biologiques à ces produits.
Je peux commenter aussi, revenir le point précédent, parce qu'on parle ici de la recherche universitaire ou la recherche dans la petite scale, dans la petite échelle, pardon. Pour les entreprises pharmaceutiques, comme par exemple nous sommes, il n'y a pas les cadres réglementaires, par exemple en France au jour d'aujourd'hui, pour soumettre AMM. Parce qu'on peut soumettre la AMM complète pour le médicament à base de plantes, mais il faut mettre aussi la partie clinique. Et bien évidemment, la partie clinique est très, très difficile à décider, à établir le protocole clinique, notamment parce qu'on ne détermine pas une molécule qui va avoir On peut bien sûr le faire, parce que Sativex, ils ont réussi de standardiser 2 extraits de plantes, un standardisé avec CBD, un autre avec THC, et ils ont établi le protocole clinique spécifique, et ils ont réussi à faire ces études cliniques et soumettre le dossier à MM. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer le médicament ou une autre voie réglementaire en France. C'est pour ça, l'espoir est qu'après ces 2 ans d'expérimentation qu'ANSM a lancé, il y aura une sorte de réponse réglementaire d'ANSM avec une voie, avec checklist pour les industriels, qui va dire que voilà, il faut soumettre le module 3 de qualité, par exemple, il faut avoir le process de fabrication, de standardisation des extraits validés, toutes les choses qu'on fait pour le produit pharmaceutique classique. Donc, par exemple, même la conception de produits, le choix de voies d'administration, la partie pharmacotechnie, la partie de développement pharmaceutique, tout ça est également appliqué pour les extraits de cannabis. Et on parle ici de la plante, mais la plante, elle a aussi ses exigences, disons, réglementaires et aussi analytiques. On sait qu'il y a une monographie pour le fleur de cannabis allemande qu'on utilise tous en industrie pharmaceutique, pour sélectionner le fleur de cannabis qui vont être utilisés par l'entreprise pharmaceutique pour faire les extraits standardisés. Et ensuite, on a une monographie allemande pour ces extraits standardisés avec toutes les spécifications pour ensuite faire une substance active qui sera dans ces cas-là pas simplement le fleur, mais aussi ces extraits standardisés. Dans ces cas, le 2, c'est-à-dire hautement dosé en THC, hautement dosé en CBD. Et après, on fait les différents mélanges en créant les ratios THC-CBD selon l'indication. Ça se passe comme ça en Israël. Ça se passe aussi comme ça pour les autres pays en Europe qui ont édité les réglementations très spécifiques, nationales. Il n'y a pas encore alignement au niveau européen. Il y a le petit gossip que cette année, la pharmacopée européenne, peut-être elle va se positionner et elle va éditer une monographie. Ça facilitera l'alignement réglementaire au niveau de l'Europe. Aussi facilitera, ça viendra peut-être d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, mais l'Europe n'est pas encore prête pour enregistrer le médicament à base de médical cannabis comme vrai médicament avec AMM. C'est ce qu'on rencontre ici. Il y a par exemple une législation en Grèce qui permet d'enregistrer produits finis à base de cannabis médical, AMM, mais c'est une législation unique en Europe qui permet de faire cet enregistrement national. Donc, espérons que dans 2 ans, la France également va nous guider, nous les industriels, comment enregistrer le médicament à base de cannabis. Merci. Justement, oui, comment former efficacement et le plus grand nombre de professionnels de santé à tous ces aspects de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques de culture, de bonnes pratiques cliniques sur le sujet du cannabis médical. Parce que le modèle israélien a peut-être beaucoup à nous apprendre là-dessus. Très, très complexe comme question, parce que le modèle israélien, ça dépend de quel point de vue. Si c'est par exemple comment appliquer
réglementation pour laisser les patients avoir l'accès aux produits à base de médicaments. Comme d'habitude, dans la majorité des sociétés, les patients, ils s'organisent en groupe, ils font les associations, ils poussent les politiciens et après, il y a une loi qui est votée. C'était comme ça en Allemagne, en Pologne en 2017 et aussi en Israël. Le modèle israélien est très spécifique parce qu'il y a un fameux Green Book que probablement tout le monde connaît, qui était édité par le ministère de la Santé d'Israël comme une sorte de unique guide clinique pour le médecin. Où on peut trouver bien sûr les informations de base sur le système endocannabinoïdien, sur les cannabinoïdes, sur l'effet entourage, sur toutes les bases de la plante également, mais aussi les tableaux qui classifient les indications pour laquelle on peut prescrire le cannabis médical, avec le dosage, la façon comment on peut faire les titrations avec les patients, avec les ratios THC-CBD qui est aussi qui est très spécifique par indication. Donc, ce Green Book permet au médecin d'avoir un petit tableau et lui aider comment prescrire le médicament à base de cannabis médical aux patients. Donc, patient, il y aura une sorte de licence, comme aux États-Unis, et avec cette licence, il aura l'accès ou à un cannabis sous forme de, je dirais, joint ou la cigarette, ou sous la forme de huiles sublinguales ou orales. Donc, c'est une mode assez simple. Interaction entre le patient et un médecin est extrêmement étroite, c'est-à-dire que on a parlé un instant d'effet entourage. Effectivement, c'est très important parce que ce n'est pas uniquement les cannabinoïdes, mais aussi les flavonoïdes, les terpènes. Mais c'est aussi, chaque patient réagit différemment. Donc, c'est très important que le patient il revient vers le médecin et il va lui dire je ne vois pas l'amélioration, par exemple, au niveau de sommeil ou au niveau de douleur. Donc, c'est là le médecin il va augmenter, par exemple, la dose. Au moment où il y a beaucoup d'effets secondaires, c'est là où le médecin il va diminuer la dose. Ou peut-être parfois, il faut aussi ajuster les ratios entre THC et CBD. Donc, en Israël, c'est une premièrement plateforme informatique où le patient et le médecin peuvent échanger les informations et c'est là où le patient reçoit la licence. Et aussi, c'est via cette plateforme-là que le patient va recevoir une ordonnance et aller chercher son médicament à la pharmacie. Donc, ça, c'est par rapport juste aux prescriptions, mais pour revenir à GSCP, donc tout ce qui est cultivation de fleurs. Donc, il y a ces normes de bonnes pratiques d'agriculture et cultivation. Donc, c'est pour dedans, on trouve tout ce qui est le nombre concernant même le pesticide, la façon comment il faut faire grandir tout ce plant. Nous, on n'est pas l'expert de cultivation, mais les 3 dernières étapes de ce processus de cultivation seront faits ensuite en GMP. C'est ici que l'entreprise pharmaceutique entre en jeu et on applique ici toutes les règles de bonnes pratiques de fabrication. Mais les règles principaux pour la partie cultivation, donc GACP, donc les bonnes pratiques de cultivation sont extrêmement importantes. Je ne sais pas à quel point, peut-être vous pouvez ici dire comment ça se passe en France. Est-ce que ce bonne pratique... Comment la standardisation des processus de culture du cannabis de qualité pharmaceutique évolue-t-elle? DLED, STEMTech, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, alors du coup, nous, donc l'objectif, c'est bien de produire de la biomasse de cannabis sativa pour produire des médicaments et assurer surtout la sécurité du patient au final. Donc, on a, que ce soit sur de la culture indoor ou de la production de biomasse in vitro, comme nous on fait, c'est la même finalité, on va dire. C'est pas forcément les mêmes normes. Dans un cas, c'est plutôt les Good Agricultural Practice et GMP sur la fin. Sur un processus comme le nôtre in vitro, on est vraiment sur de la GMP de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut installer un système de management de la qualité typique de la biotech.
Donc, il faut un processus de production qui est répétable, sans aucune variabilité. Donc, pour ça, il y a tout un tas de procédures très précises qui existent et qui sont connues dans la pharmaceutique quand on parle de bioproduction par la biotechnologie. Et à ça, on peut se référer aux bonnes pratiques de fabrication qui sont publiées et rédigées par l'ANSM. Il faut aussi donc engager des équipes qualifiées pour assurer le système de management de la qualité qui assure donc la surveillance des activités de production. La biotech, c'est, comme je disais, une méthode qui est très largement exploitée dans la pharmacie, enfin dans la production pharmaceutique. Donc, il y a énormément de fournisseurs et de partenaires qui sont capables de fournir des équipements qui respectent qui sont réglementaires compliant avec les réglementations GMP. Donc, par exemple, il faut des cuves qui peuvent être nettoyées, stérilisées parfaitement. Parfois, ça nécessite un équipement à usage unique, par exemple, pour la production par batch, ce qui assure la qualité. Donc, avoir un système aussi de prélèvement de tout ce qui se passe dans les cuves pour avoir tout au long des étapes du processus un contrôle de la stérilité de la production et d'être sûr que voilà, il n'y a pas eu de contamination ou quoi que ce soit d'autre. Pour assurer qu'on reste vraiment dans les exigences, et toutes les opérations de production, en tout cas dans le cadre de la biotech, doivent se passer par exemple dans une salle blanche, dans des laboratoires qui sont équipés de filtration de l'air et de filtration de particules qui permettent en fait d'assurer vraiment la sécurité de la production. Donc tout ça, c'est vraiment un système tout un processus et un système de management de la qualité qui nécessite aussi beaucoup d'investissement, comme on parlait tout à l'heure, dans le cadre de la production biotechnologique. Oui, effectivement, enfin, on est tout à fait en ligne. On parle ici de cannabis thérapeutique et on n'est pas sur du chanvre et on doit appliquer toutes ces contraintes de standardisation et de contraintes d'assurance qualité de nos produits. Donc, que ce soit GACP ou GMP, qu'on parle de cannabis ou de n'importe quel produit, finalement, on est sur les mêmes normes. Il n'y a pas une norme spécifique au cannabis. On devra répondre aux spécifications réglementaires, et au final, notre produit devra être conforme dans tous les cas. Donc, après, il y a effectivement des façons d'y arriver, parce qu'il faut mettre en place le système qualité, certes, mais aussi les moyens de production qui permettent cela, les structures, et puis toute la culture pour les conditions de culture, pour éviter l'utilisation de pesticides, effectivement, avoir un environnement microbio acceptable, éviter toutes les formes de contamination. Donc la culture indoor, notamment, permet de contrôler tous ces paramètres. Je peux aussi ajouter la partie, par exemple, microbiologique, c'est extrêmement important. Pas simplement, après, il y a aussi les ochratoxines et les autres toxines qu'il faut contrôler parce que, notamment, il y a les méthodes dans certains pays d'irradiation qui sont utilisées. Et après, au niveau des réglementations, si on veut enregistrer le médicament à base de cannabis avec ce type de traitement de fleurs de cannabis, par exemple, c'est là fait qu'on ne peut pas apporter ce type de produits. Donc, il faut vraiment contrôler, prendre ces spécifications de ce monographie en parallèle, des monographies qui sont liées aux fleurs de cannabis, comme je dis, référence allemande, aux extraits de cannabis, mais aussi en parallèle tous les autres monographies qui sont liées aussi aux, par exemple, spécifications microbiologiques ou les autres contaminants. Parce qu'au moment, comme je dis, d'enregistrement, on peut avoir des surprises et c'est des mois de travail qui peuvent être pour rien. Donc, tout cet apprentissage était fait aussi sur le chemin avec les erreurs. Donc, c'est des années d'expérience et d'amélioration. Aussi chez Delen, on anticipe toutes les problématiques liées à la qualité. Là, dans le cadre du programme du plan de relance, on a déposé un projet pour un site industriel de recherche et de production de cannabis
médical où dans ce site, à plus d'une centaine de millions d'euros, on prévoit un ensemble de chambres climatiques, déjà pour venir réduire le risque avec l'ensemble du traitement de l'air, pour éviter que les pathogènes puissent se diffuser dans l'ensemble du site, avec du contrôle in-process. Bien entendu, parce qu'à partir du moment où le produit est contaminé, on peut perdre une récolte et mettre en zone de risque le produit et les patients. Et on a pu noter que même dans des pays dans lesquels il y avait un historique assez important sur la production de fleurs de cannabis, il y a eu plusieurs rappels de lots de cannabis médical venus de l'étranger. Et pour les sociétés qui sont capitalisées quelques milliards de dollars, c'est quand même assez surprenant. Donc, l'idée étant vraiment d'avoir une conception de la production en environnement contrôlé qui permette d'éviter la moindre utilisation de pesticides et de produits de fongicides ou ce genre de choses, tout en évitant la formation de pathogènes. Par contre, je voulais revenir sur la partie comment former un maximum de médecins, parce que c'est sûr que pas de prescripteurs, pas de prescription et du coup, rien de disponible pour les patients. Et je pense que la nécessité véritable de monter des essais cliniques, et pour moi, la partie clinique, ce n'est pas c'est pas le problème réglementaire de ne pas pouvoir enregistrer les produits simplement du cannabis sans avoir à faire de développement clinique comme a pu le faire GW Pharma à travers le Sativex et l'Epidiolex. Je pense qu'on peut aussi le voir d'un côté positif pour le patient parce que ça pourrait favoriser des essais cliniques. Alors, il faut répondre effectivement à des besoins non couverts en permettant la disponibilité et la mise sur le marché de produits du cannabis à usage médical, parce que la science va encore mettre des années à évoluer et permettre un développement fin de médicaments pour des pathologies précises. Ça, c'est certain. Par contre, pour convaincre des médecins de prescrire, il n'y a rien de mieux que de mettre en place des essais cliniques et de prouver l'efficacité d'un produit dans une indication donnée. Et donc, du coup, l'inertie de certains industriels du cannabis dans la dernière décennie a aussi entretenu le doute autour du cannabis et de l'efficacité du cannabis dans des indications données. Et donc, on peut remercier GW Pharma qui a fait quand même du développement et qui a su enregistrer des médicaments à base de cannabis qui ne fonctionnent pas toujours, même dans les pathologies données. C'est aussi un problème en France parce que l'indisponibilité du Sativex fait que les patients atteints d'une sclérose en plaques n'ont toujours pas de produit. Enfin, l'ASMR donné au Sativex fait qu'il n'est toujours pas disponible pour les patients français. Mais je pense que vraiment la pierre angulaire pour faire en sorte que les produits soient disponibles et prescrits, c'est aussi de continuer à investir dans la recherche et dans la recherche clinique pour prouver aux médecins que les produits qu'on propose sont efficaces et qu'ils ont raison de les prescrire. Parce qu'on a pu voir en République tchèque, les médecins n'y croient pas, il n'y a pas de prescription. En Allemagne, ça va déjà mieux puisque ça sur un bilan bénéfice-risque et que c'est dans les pathologies graves, il y a quand même un bon nombre de prescriptions. Et là où on peut faire la différence en France, par contre, c'est dans la façon dont a été amenée l'expérimentation du cannabis médical et l'obligation des médecins prescripteurs et des pharmaciens dispensateurs de s'inscrire et de se former à la formation mise en place par l'Agence du médicament, puisqu'il va pratiquement y avoir autant de médecins prescripteurs que de patients dans cette expérimentation. Et donc, on va se retrouver à la fin de l'expérimentation dans 2 ans avec presque peut-être 2 ou 3 000 patients, médecins formés à la prescription du cannabis médical. Et ça va être une grosse différence par rapport au marché étranger, c'est qu'on va avoir le plus gros panel de professionnels de santé de formés au cannabis médical, ce qui pourrait favoriser l'émergence justement de la prescription. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi, Franck. Et justement, la science évolue, comme tu le disais, et les changements de génération changent également la façon dont nous percevons le cannabis et la position qu'il devrait avoir dans la société, changeant donc à leur tour nos façons de guérir, de consommer et de vivre. Petite question pour Dr Meunier, quelles leçons le modèle français peut-il tirer du modèle israélien en termes d'innovation sociétale
Ça, c'est une question très générale. Comme je dis, je pense, et franchement, et c'est très sincère, j'essaye d'être objectif, la France, les patients français, ils ont de la chance d'avoir ce projet pilote. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Danemark était le premier pays en Europe proposant ce type de projet pilote, mais la France a proposé ce projet pilote d'expérimentation en offrant pendant 2 ans à 3000 patients le produit gratuitement. Donc ça, c'est très important. Modèle israélien, qu'est-ce que le modèle français peut prendre? Il faut, comme peut-être avant on a dit, il faut commencer, pas simplement former les médecins, parce que la formation, c'est une chose. Il faut que le médecin, il ose de prescrire. Donc, il faut qu'il enlève les stéréotypes de cannabis comme une drogue qui peut être dangereux, qui peut faire surdosage et qui peut nuire les patients. Comme je dis, et on sait tous, chaque patient a son propre système endocannabinoïdien. Donc, ma réaction va être différente que la réaction des natons. Donc, c'est interaction entre le médecin et les patients. Le médecin, il faut qu'il ose prescrire. Il faut qu'il commence, par exemple, comme on voit maintenant dans l'expérimentation française, choisir de bonnes doses de début pour la titration. Donc, on dit bien go low and slow, mais après, il ne faut pas non plus aller et rester dans l'homéopathie. Si on sait que, par exemple, pour le sclérose en plaques, le dose qu'on sait qu'il faut commencer à base des études cliniques d'Israël ou du Canada ou d'Australie, c'est 40 mg par jour. On peut commencer par 40 mg, par exemple, ou un peu moins, comme on voit. Toujours, on essaye d'être 30% moins pour la première phase des titrations. Mais il faut commencer à prescrire et échanger avec le patient. Parce que ce n'est pas, ce n'est pas un médicament comme un autre, qu'il y a le type de prescription de pharmacologie qu'on connaît. Donc, c'est un modèle à appliquer. Il y a 3 semaines de titration. Chaque semaine, on devait ajuster la dose et il faut 3 jours pour avoir la réponse de notre système. Donc, moi, je dirais juste qu'il y a ici en Israël plus d'expérience. Bien sûr, depuis 40 ans, la recherche académique était permise avec cannabis médical. Depuis 10 ans, le cannabis médical pour les patients existe ici sur le marché, mais il y a beaucoup de médecins qui pratiquent et qui l'échangent. On a énormément de bases de données aussi, des questionnaires de retour des patients pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc, récemment, il y avait une indication d'autisme qui était validée, étudiée depuis quelques années. Donc, oui, il fallait commencer à travailler avec ces enfants. Bien sûr, avant aussi pour l'épilepsie, mais aussi pour l'autisme. Donc, oui, un petit conseil, commencer et pratiquer et prescrire et étroitement collaborer avec le patient. C'est une chose à recopier. Merci pour ce retour sur expérience. Et en termes de médecine moderne, quel est le rôle des biotechnologies végétales et des technologies de la santé, comme par exemple l'intelligence artificielle, la robotisation, dans le débat autour du cannabis médical? Donc, déjà, pour répondre sur l'aspect biotechnologie végétale, donc, nous, donc on évolue au sein du Génopôle, donc, qui est le cluster des biotechnologies. On développe un projet de biotech. Donc, en fait, les biotechnologies végétales, qu'on parle de l'amélioration de la plante en elle-même, de l'édition génomique de Cannabis sativa pour en faire des variétés plus intéressantes, ou alors de développer des nouveaux procédés comme le nôtre qui consiste à vraiment faire pousser de la biomasse dans un milieu in vitro. Donc, ça a des implications directes en fait sur la vision du cannabis médical. Donc, c'est ce qu'on recherche. Le problème principal du cannabis, c'est que c'est une plante très adaptogène qui va être très variable. Et donc, ça a directement un impact sur la répétabilité des procédés de production. Et avec la biotechnologie végétale et le fait de mener un processus de production in vitro et contrôlé, on va permettre en fait de réduire cette variabilité, voire de l'annuler totalement et de produire des extraits très stables
avec des compositions et des dosages, entre autres de cannabinoïdes ou d'autres profils de molécules très différents et des activités probablement différentes aussi. Donc, et ça, c'est des éléments dont dépend directement la sécurité des patients. Donc, sur ce point, la biotechnologie végétale, ça va permettre d'améliorer la maîtrise de la plante, en fait. Donc, de générer des données qui sont fiables sur le potentiel médical du cannabis. Et donc de rassurer à la fois les patients, les organismes de santé, les financeurs probablement, les institutions qui sont impliquées dans le débat. Et donc, c'est vraiment par la science, la recherche, comme le fait aujourd'hui DELED ou Panaxia, qu'on parviendra donc à faire accepter la plante comme vraiment un médicament réellement fiable et efficace. Et voilà aussi, utiliser les biotechnologies végétales, ça va participer à en fait, tous les moyens qui sont mis en place avec la biotechnologie végétale et cette vision assez scientifique du coup qu'on donne à la plante de cannabis, ça participe vraiment à crédibiliser le secteur. Et comme le disait Gausia, le nerf de la guerre, c'est que les médecins acceptent de prescrire et soient convaincus que c'est une solution. Et voilà, en apportant un aspect qui a besoin de beaucoup de moyens scientifiques et financiers, c'est vraiment quelque chose de sérieux et d'experts, ça va aussi participer à crédibiliser la filière. Avec des preuves aussi, surtout mettre les moyens financiers pour obtenir des preuves qui vont ensuite abonder en faveur de la filière médicale. Intelligence artificielle, robotisation, est-ce que DELED Ouais, nous, on est en plein dedans, parce que c'est tout à fait, enfin, on va dans l'expertise autour du végétal, on va aussi assez loin, et du coup, enfin, sur la partie même modélisation génomique, et après, à travers la production, vraiment de la machine vision pour le suivi des plantes et du développement des plantes. L'idée, c'est vraiment d'automatiser et tout ce qui est relevé et mesure du développement des végétaux en fonction de la réaction aux facteurs extérieurs en environnement contrôlé, puisque nous, on vient contrôler et mesurer un ensemble de longueurs d'onde déjà, puisque c'est des cultures qui sont très lumière dépendantes, et à travers la lumière, on va pouvoir contrôler l'aspect sanitaire de la plante, puisqu'à travers certaines longueurs d'onde, on va avoir un impact sur le développement potentiel de spores de champignons qui pourraient être mauvais. On va pouvoir augmenter la photosynthèse de la plante. On va pouvoir impacter l'architecture de la plante, c'est-à-dire avoir des plantes plus trapues, plus compactes sans être trop compactes, pour éviter qu'il y ait des zones également trop humides à l'intérieur de la canopée. Et l'idée, c'est d'accélérer les temps de développement de variétés et d'abaisser les coûts de développement de nouvelles variétés et d'itinéraires culturaux à travers l'utilisation d'intelligence artificielle, que ce soit de la machine vision pour vraiment le traitement des images acquises, ou de deep learning sur d'autres sujets pour la comparaison des résultats obtenus. Et puis après, bien sûr, la robotisation pour éviter les interventions humaines afin de réduire les risques de prolifération de maladies dans les espaces de culture. Donc, l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble des briques technologiques les plus poussées pour aller vers un programme du cannabis médical le plus poussé possible, en définitive, comme on pourrait le faire sur un autre sujet biotech, mais pour nous, c'est le sujet. Dans des conditions optimales, avec un processus de standardisation et là une certaine reproductibilité, en tout cas des cultures. Oui, c'est. Et d'atteindre cet objectif avec une vision également de développement durable et d'écologie, c'est-à-dire que quand on parle d'optimisation de la production, oui, bien entendu, c'est produire de manière reproductible des matrices de principes actifs sur ce substrat végétal, mais également de le faire de manière la plus éco-responsable possible. Donc ça, pour ce faire, c'est limiter la quantité d'intrants, que ce soit le substrat, les fertilisants, mais aussi l'énergie, de pouvoir réutiliser la chaleur issue des éclairages, de récupérer l'eau des condensats issus du site. Là, sur le site industriel, on est en réflexion sur la construction du site industriel, à effectivement construire l'enceinte du site
en terre. Donc, ce serait une première sur un site industriel de cette ampleur, c'est-à-dire on utiliserait même les terres de remblai pour la construction de la coquille du site. Et donc, dans cette approche, c'est d'avoir de la reproductibilité, de la qualité et d'avoir une approche de développement durable tout en maintenant ce niveau d'exigence extrêmement élevé. Super. Merci à tous pour ce débat. Je pense qu'on peut peut-être répondre aux questions. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques questions. Marie-Ève Carrier, bonjour. Je vois que tu nous écoutes du Québec. Une question, donc, est-ce que vous envisagez de suggérer les catégories de fleurs de cannabis pour différents usages au gouvernement français? Question de Marie-Ève Carrier. Est-ce que l'un d'entre vous souhaitez répondre? Est-ce que vous envisagez des types de fleurs en fonction des pathologies au gouvernement français? Ça, c'est plutôt la biblio et puis comme l'a cité à juste titre, autour le Green Book et d'autres revues scientifiques qui permettent de… Effectivement, en fonction des indications, on ne va pas aller sur le même type de variété ou de ratio CBD-THC, enfin, pour ne citer que, encore une fois, parce que comme on le disait, il y a les terpènes, il y a les flavanoïdes et tous les autres endocannabinoïdes, enfin, pas endocannabinoïdes, pardon. Donc effectivement, on n'utilise pas du tout, on n'utilisera pas les mêmes fleurs selon les indications. Aujourd'hui, par exemple, voilà, on sait que le CBD va avoir plutôt des activités anti-inflammatoires, là où le THC aura peut-être des activités plutôt sur des troubles de l'humeur, de la dépression, de l'anxiété. Voilà, il y a la littérature pour effectivement orienter sur le type de fleurs à utiliser en fonction des pathologies. Alors, l'héritage, mais aussi peut-être la pratique de ce fleur, parce qu'en Allemagne actuellement, sur le marché, les pharmaciens disposent dans les registres de fleurs qui sont disponibles en Allemagne, presque 80 types de différentes fleurs. Donc, chaque fleur a différentes compositions en THC, CBD. Et donc, le médecin qui prescrit, il ne sait pas quel type de fleur il faut qu'il prescrive. Il a un patient en face de lui, par exemple, avec Parkinson, il ne sait pas quelle fleur il doit prescrire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les pharmaciens et il dit, écoute, j'ai un patient de Parkinson, il a besoin de fleurs. Qu'est-ce que tu as en stock pour Parkinson? Et ça marche comme ça. Donc, les fleurs, c'est très difficile. Je sais que pour l'expérimentation, ANSM a eu Aurora comme candidat. Donc, ils ont effectivement soumis les dossiers. Donc, est-ce qu'ils ont focalisé leurs produits à base de strain spécifique ou est-ce que c'est juste probablement ratio THC-CBD qu'ils ont essayé de fixer? Ça, je n'ai pas de détails. C'est dommage que Nathan, on n'a pas ici quelqu'un de Aurora ou de Tigray, qui est aussi le fournisseur suppléant de Aurora. Ils ont aussi les fleurs et c'est deux magnifiques Canadiens d'ailleurs. Ça. Donc, effectivement, ils ont plus d'expérience qu'en Europe avec les fleurs. Mais juste pour dire que de point de vue pratique, pour prescription de médecin, avoir autant de fleurs avec des différentes indications, c'est très, très difficile pour la prescription au jour le jour. Même s'ils sont formés, ils ne savent pas quelle est la différence, je ne sais pas, cheesecake ou blackberry, lequel il est meilleur pour indication donnée. Merci. Justement, une autre question de Marie-Ève. Quelles sont vos opinions sur les cannabinoïdes produits par bioprocédés, par exemple par la levure cultivée en biofermentateur, versus des cannabinoïdes extraits de sources végétales? Je pense que cette question, STEMtech, peut vous intéresser. Oui, je vous remercie pour cette question. Alors, du coup, la fermentation de levure en fermenteur, en fait, c'est des OGM, c'est de la modification génétique où on va incorporer la voie de synthèse des cannabinoïdes. Le problème de ce procédé, on va dire, c'est que on ne va pas pouvoir incorporer la voie de synthèse complète de 36 cannabinoïdes. Voilà, et des autres molécules, on est assez limité. Et en fait, avec ce procédé,
on va obtenir un isolat de cannabinoïdes, donc un isolat de CBD, un isolat de THC, un isolat de n'importe quelle autre molécule dont on a incorporé la voie de synthèse. Et l'intérêt de passer par un système végétal, c'est qu'on conserve le système d'expression d'origine de la plante et qu'on va produire toutes les molécules qui sont contenues dans la plante, donc comme le disait Alexandra, les flavonoïdes, les terpènes, et on conserve la synergie qui existe naturellement dans la plante en fait. Voilà, parce que nous, en fait, on a un procédé qui fonctionne un peu de la même manière, sauf qu'au lieu de faire croître de la biomasse bactérienne ou de micro-organismes, on fait vraiment croître la biomasse de plantes. Donc, c'est des cellules de plantes, avec le métabolisme complet de la plante. Par contre, tout comme la fermentation, ça va se passer en fermenteur, en bioréacteur et en système fermé. Donc, c'est vrai qu'on rejoint un peu la fermentation sur cet aspect-là de qualité et de contrôle du process. Voilà. Mais on conserve quand même la possibilité d'avoir un effet d'entourage avec toutes les molécules autour. Et là, je vois un commentaire sur Hyacinthe Bio qui a breveté des cannabinoïdes produits en levure. Donc oui, effectivement, un organisme génétiquement modifié qui va pouvoir exprimer un cannabinoïde précis et déterminé va pouvoir breveter en fait ça. Mais au final, ce sera quelque chose qu'on pourra retrouver potentiellement dans la plante et qui ensuite, par le biais d'amélioration génétique ou sélection, hybridation, etc., pourra être retrouvé par la voie du végétal. Très bien. Ouais, super. Peut-être une dernière question de Bastien Perret. Bonjour, vous avez parlé d'une précédente étude pilote effectuée au Danemark. Cette étude a-t-elle permis des changements sur la réglementation du cannabis médical au Danemark? Donc, ça s'est encore mieux passé. En fait, c'était un projet, je ne me souviens pas si c'était 1 année ou 2 années, mais ils ont décidé de l'agrandir ou de l'extendre. Donc, ça a tellement bien marché qu'ils ont solidifié le timeline et ils ont augmenté le nombre de patients et laissé plus d'entreprises participer dans ce projet. Il y a des exigences extrêmement strictes pour entrer dans ce projet pilote en Danemark. Donc, les patients doivent payer les produits. Ce n'est pas gratuit comme en France. Mais par exemple, pour le pesticide, c'est 0 pesticide pour le plante de cannabis. Donc, tout le plante de cannabis qui va être utilisé pour l'extraction doit vraiment avoir le 0 pesticide. Donc, ça, c'est une des exigences qui est extrêmement stricte. D'accord. Bon. Merci à tous, merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Il est déjà 18h01, donc nous allons donc terminer cette session, cette conférence, donc cannabis médical, une filière d'avenir florissante. Le replay sera disponible sur le site internet forumbiotechno-aura.fr. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à tous. C'était la vie. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Très belle soirée à tous. Au revoir.